Trevor Morgan traversait la place du village comme s'il passait à travers une photographie et non un lieu où vivaient de vraies personnes. La neige tombait doucement, se déposant sur les guirlandes et les couronnes, captant la lueur chaleureuse des lumières de Noël tendues entre les lampadaires. Près de l'arbre immense au centre, des choristes chantaient, leurs voix s'élevant avec une joie parfaitement répétée. Mais Trevor n'y prêtait presque aucune attention. Son regard restait fixé sur les courriels qui défilaient sur son téléphone, chacun lié à des chiffres, des prévisions et des marges qui, pour lui, comptaient bien plus que la musique ou la neige. À 34 ans, Trevor avait appris à dominer les pièces qu'il occupait. Fondateur et PDG de Morgan Tech Solutions, il avait bâti un empire de sécurité numérique qui rendait gouvernements et grandes entreprises dépendants de ses systèmes. Milliardaire avant 30 ans, respecté, craint, envié. Sa vie n'était qu'une suite de décisions calculées. Ce voyage dans une petite ville de Pennsylvanie n'était qu'un mouvement de plus. Le lendemain matin, il finaliserait le rachat d'une usine qui avait fait vivre des générations de familles locales. 200 employés perdraient leur emploi. L'accord ferait économiser des millions à son entreprise. Désagréable, oui, mais efficace. Nécessaire. C'était un langage que Trevor parlait couramment. Il avait insisté pour venir en personne, non par compassion mais par principe. Il croyait que les décisions devaient être prises en face à face, même les plus cruelles. Pourtant, en traversant la place la veille de Noël, entouré de familles riant, d'enfants tirant sur des mains gantées, quelque chose dans la scène le troubla. Il se sentit comme un étranger regardant de l'extérieur, enveloppé de laine et de richesse, mais étrangement privé de chaleur. Alors qu'il passait son téléphone d'une main à l'autre, rédigeant une réponse sèche à son directeur financier, un portefeuille en cuir fin glissa de la poche de son manteau. Il tomba sur la neige dans un bruit sourd, inaperçu parmi les pas et les flocons qui tombaient. Trevor continua d'avancer, ignorant qu'il venait de laisser derrière lui bien plus que de l'argent liquide et des cartes de crédit. Il avait laissé tomber un symbole de son pouvoir, de son identité, de sa sécurité, la même, sur la place. Derrière lui, le portefeuille reposait dans la neige, sombre sur le blanc, attendant. Et à quelques pas de là, sur un banc de fer glacé, une femme et sa petite fille regardirent les lumières, inconscientes que leurs vies allaient bientôt croiser la sienne d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Catherine Walsh était assise au bord de la place du village, sa main gantée serrant celle, plus petite, de sa fille, puisant de la chaleur dans ce simple contact. Les boucles blondes d'Emma dépassaient de son bonnet en laine, et ses yeux s'écarquillaient d'émerveillement tandis qu'elle regardait les lumières scintiller et écoutait les chants lointains. Pour Emma, la place avait quelque chose de magique. Pour Catherine, c'était un refuge. La chaleur des corps dans la foule adoucissait la morsure du froid et, pendant quelques minutes, elle n'avait pas à penser au thermostat réglé trop bas dans leur appartement, ni aux factures empilées sur le comptoir. Quand Emma montra le sol du doigt, Catherine suivit son regard et aperçut le portefeuille à moitié enfoui dans la neige. Elle le ramassa, en balaya les flocons et l'ouvrit sans réfléchir. Ce qu'elle vit à l'intérieur lui coupa le souffle. Des cartes noires, un permis de conduire et une épaisse liasse de billets. 500 $. Son esprit se mit à courir plus vite que le vent. Cet argent pouvait régler la facture d'électricité en retard, remplir le garde-manger, peut-être même déposer un vrai cadeau sous leur petit sapin. Il pouvait acheter du répit, il pouvait acheter du repos. Pendant un instant, la place sembla tomber dans le silence. Catherine sentit le poids de ce choix peser contre sa poitrine. Personne ne regardait. Le propriétaire était parti. Le besoin parlait fort, avec urgence. Puis Emma leva les yeux vers elle, curieuse et confiante, et le bruit revint d'un seul coup. Catherine se vit reflétée dans les yeux de sa fille, non pas telle qu'elle aurait voulu être, mais telle qu'elle lui apprenait à devenir. Elle referma le portefeuille et inspira lentement. « Allons trouver à qui il appartient », dit-elle, plus pour se donner du courage que pour donner une consigne à Emma. Ces mots lui coûtaient quelque chose, mais ils l'ancrèrent aussi. Elles demandèrent autour d'elle, se faufilant sur la place, jusqu'à ce que quelqu'un leur indique l'hôtel au bout de la rue. Chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent, comme si elle s'éloignait d'une bouée de sauvetage. À l'intérieur du hall de l'hôtel, la chaleur les enveloppa aussitôt.
Catherine remit le portefeuille au réceptionniste et demanda seulement qu'il soit rendu à son propriétaire. Elle ne voulait pas de remerciements. Elle ne voulait pas de récompense. Elle voulait partir avec sa dignité intacte. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et que l'homme figurant sur la pièce d'identité en sortit, Catherine ressentit une pointe de ressentiment face à son manteau coûteux, face à la facilité apparente avec laquelle sa vie lui allait. Elle lui tendit le portefeuille, calme et posée, tandis que son cœur battait à tout rompre. Quand elle se détourna pour partir, elle crut que l'instant était terminé. Elle se trompait. Trevor regarda Catherine s'éloigner, le dos droit, la main fermement serrée autour de celle de sa fille, et sentit quelque chose d'inconnu se nouer dans sa poitrine. Il était habitué à la gratitude, démonstrative, calculée, souvent théâtrale. Cette femme n'en offrait aucune. Elle lui avait rendu son portefeuille sans rien attendre en retour, comme si l'honnêteté n'était pas une faveur, mais un point de départ. Cette idée le troubla bien plus que la perte de l'argent n'aurait pu le faire. Lorsqu'il lui proposa de rester dîner, ce n'était pas une stratégie, c'était une impulsion. La faim rendit la proposition facile à accepter et, bientôt, ils furent installés dans le calme du restaurant de l'hôtel, face à des menus au prix que Catherine remarqua clairement. Trevor observa la manière dont elle guidait Emma pour commander. Ni dans l'excuse, ni dans l'exigence, simplement avec attention. Il vit aussi comment Emma parlait d'aider les autres comme d'une évidence. Un comportement appris, non un slogan. Chaque réponse ébréchait les présupposés qu'il portait comme une armure. La conversation se déroula d'une façon qu'il n'avait pas prévue. Catherine posait des questions sans admiration excessive. Elle écoutait sans flatterie. Elle le contredisait sans hostilité. Lorsqu'Emma lui demanda s'il aidait les gens, Trevor hésita, surpris par sa propre incertitude. Il avait bâti des systèmes, créé des emplois, donné par l'intermédiaire de fondations, mais rien de tout cela ne lui sembla être une réponse nette à cet instant précis. Il réalisa à quel point on lui demandait rarement de se définir en dehors des bilans et des chiffres. Après leur séparation, alors que la place se vidait sous une nouvelle chute de neige, Trevor resta seul avec ses pensées pour la première fois depuis des années. Les paroles de Catherine résonnaient, non comme un jugement, mais comme une mise au point. Faire ce qui est juste n'est pas toujours ce qui est le plus facile. Cette nuit-là, il appela son assistante et annula une réunion qui aurait fermé une usine et brisé une ville. Plus tard, il le justifia par des tableurs et des solutions alternatives, mais la vérité était plus simple. Il ne voulait pas être l'homme qui choisit l'efficacité plutôt que les êtres humains le matin de Noël. Lorsque la livraison arriva devant la porte de Catherine, des provisions, de la chaleur, un chèque sans condition, Trevor ne la considéra pas comme un paiement. C'était une reconnaissance, l'acceptation d'une leçon dont il ignorait avoir besoin. Quand Catherine appela, la voix tremblante de gratitude et de protestation, il lui demanda d'accepter, non comme un acte de charité, mais comme un lien. Pour une fois, il n'essayait pas de réparer un problème. Il choisissait une direction. Des mois plus tard, alors que la neige fondait et que l'usine restait ouverte, Trevor portait ce choix en lui. Il finança des bourses, visita la ville, écouta plus qu'il ne parla. Catherine étudiait le soir. Emma s'épanouissait. Leurs vies ne se confondirent pas. Mais elles restèrent liées par un moment d'intégrité qui avait redirigé la trajectoire d'un homme puissant. Chaque veille de Noël, Trevor envoyait une carte. Pas d'argent, juste des remerciements. Parce que parfois, le meilleur retour sur investissement vient du fait de s'arrêter, de regarder la neige et de ramasser ce qui ne nous appartient pas. Des années plus tard, Trevor Morgan repenserait à ce réveillon de Noël, non pas comme à la nuit où il avait perdu un portefeuille, mais comme à celle où il avait retrouvé une conscience dont il n'avait pas réalisé l'absence. Son entreprise continua de croître, mais elle le fit autrement. Les accords n'étaient plus jugés à l'aune du seul profit. Il posa des questions plus difficiles, écouta des voix qu'il avait autrefois écartées et renonça à des opportunités exigeant un coût humain trop élevé. Les gens remarquèrent ce changement, même si peu comprirent où il avait commencé. La vie de Catherine changea plus discrètement, mais tout aussi profondément. L'argent que Trevor avait envoyé ne résolut pas tout, mais il lui offrit de l'espace pour respirer, pour planifier, pour espérer.
Elle régla les factures les plus urgentes, remplit sa cuisine sans crainte et s'inscrivit à des cours du soir qu'elle avait autrefois crus impossibles. Emma regardait sa mère étudier à la table après de longues journées de travail et apprit que faire ce qui est juste ne garantit pas la facilité, mais peut ouvrir des portes dont on ignorait l'existence. Ils restèrent en contact, non par des messages incessants, mais par un respect constant. Trevor envoyait des cartes pour les fêtes. Catherine répondait avec des nouvelles, les projets postcolaires d'Emma, ses propres progrès, de petites victoires qui signifiaient tout. Lorsque, des années plus tard, Emma obtint une bourse financée par la fondation de Trevor, Catherine pleura les mêmes larmes de soulagement et de gratitude qu'elle avait versées devant ce panier de Noël. Cette fois, elles étaient mêlées de fierté. Quand Emma grandit, Catherine lui raconta toute l'histoire. Non pour glorifier le sacrifice, mais pour expliquer le choix. Emma écouta attentivement, puis dit quelque chose qui resta à jamais avec Catherine. « Alors tu lui as appris à être meilleure, maman. » Catherine comprit alors que l'intégrité ne circule pas dans un seul sens. Elle raisonne. Par une froide soirée de décembre, longtemps après qu'Emma eut grandi, Trevor se retrouva de nouveau sur une place de ville, un autre endroit, la même saison. La neige tombait doucement, de la musique flottait dans l'air. Il glissa son téléphone dans sa poche et sourit à ce petit geste délibéré. Il ne se hâtait plus de passer à côté de moments comme ceux-là. Il savait désormais combien de choses pouvaient se décider dans l'espace de quelques secondes. Il ne raconta jamais cette histoire comme un acte de générosité. Il la raconta comme une leçon de retenue. Une femme qui avait besoin de cet argent, bien plus qu'il ne pourrait jamais en avoir, le lui avait rendu. Un enfant avait observé et appris. Et grâce à cela, un homme qui croyait que la réussite signifiait gagner apprit plutôt ce que signifiait en être digne. Parfois, disait Trevor, faire ce qui est juste ne rend pas la vie plus facile. Cela la rend plus vraie. Et cette vérité, une fois trouvée, a une façon de se transmettre à travers des vies que l'on ne verra peut-être jamais pleinement, mais dont on fera toujours partie. À l'occasion du 10e anniversaire de ce réveillon de Noël, Catherine Walsh se tenait dans un petit auditorium décoré de flocons de neige en papier découpés par des mains d'enfants. Elle ajusta le microphone et parcourut la salle du regard jusqu'à trouver Emma au 3e rang, plus grande désormais, sûre d'elle, le sourire posé. Catherine sentit cette montée familière dans sa poitrine, la fierté tranquille qui, au fil des années, avait remplacé la peur. La vie n'était pas devenue facile, elle était devenue honnête. Catherine parla de valeur, pas de miracle. De la manière dont le caractère se forge dans les moments où personne n'applaudit. Elle raconta l'histoire sans nom, sans chiffres, sans éloge, un portefeuille, un choix, un enfant qui observe. Elle parla de la façon dont l'intégrité n'efface pas l'épreuve mais lui donne un sens. Comment elle bâtit une base suffisamment solide pour tenir debout quand tout le reste paraît incertain. La salle écoutait, non parce que l'histoire était spectaculaire, mais parce qu'elle était humaine. Au dernier rang, Trevor Morgan était assis, les mains jointes, invisible et satisfait de le rester. Il était venu à l'invitation de Catherine, entrer en ville sans se faire remarquer, sans presse ni annonce. Il écoutait comme si l'histoire était encore en train de s'écrire, comme s'il apprenait encore. À bien des égards, c'était le cas. Chaque année apportait de nouvelles épreuves de la leçon, de nouvelles occasions de choisir la retenue plutôt que l'avidité, les personnes plutôt que les marges. Lorsque les applaudissements s'éteignirent, Emma trouva Trevor près de la sortie. Elle le remercia avec l'aisance de quelqu'un qui comprend la boucle complète des choses. « J'étudie l'éducation, dit-elle. Je veux enseigner aux enfants comme ma mère m'a enseigné. » Trevor hocha la tête, touché par l'idée qu'une influence puisse être à la fois si durable et si discrète. Dehors, la neige recommença à tomber, douce et réfléchie. Catherine les rejoignit et pendant un instant, tous trois restèrent là, à regarder les flocons s'accumuler sur les marches. Pas de discours, pas de promesses, juste une compréhension partagée, celle qui n'a pas besoin d'explication. Ce soir-là, Trevor traversa seul la place, les lumières brillant, la musique flottant, des familles passant à proximité.
Il s'arrêta, inspira l'air froid et sentit revenir cette stabilité familière. Il savait désormais que la richesse n'était pas un bouclier contre le vide, pas plus que l'épreuve n'était une mesure de la valeur. Ce qui comptait, c'était les choix faits quand la tentation murmurait et que la conscience répondait. Quelque part non loin, un enfant riait. Ailleurs, une main se penchait pour ramasser quelque chose dans la neige et le rendre. La chaîne continuait, silencieuse, ininterrompue, humaine. Si ces histoires résonnent en vous, abonnez-vous à Life's Message New. Ici, chaque vidéo porte un message qui vous est destiné.